celui-là, il fait partie des victimes du coup d'État, du faux coup d'État manqué du 6 avril 1984, parce qu'il avait fait la prison. Il sort de prison, il crée le MDR. Et à cette époque-là, à l'issue des élections législatives de 1992, l'opposition avait raflé la majorité des sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, pour contrôler le gouvernement, il eût fallu que le RDPC constitua une alliance avec un parti de l'opposition. Ah oui, ça c'est vrai, Dakole est vraiment le truand du groupe. Je me demande même ce qu'il devient de nos jours. On n'en entend plus parler. Dakole, parce que si l'opposition avait gardé ces sièges-là, à l'époque, cette opposition devait contrôler le gouvernement. Et maintenant, pour que le RDPC puisse reprendre la main, il eût fallu qu'il forme une alliance avec un parti d'opposition. Et qui s'est prêté à ce jeu? C'est Dakole Daïsala, du MDR. Il a formé une alliance là avec le RDPC et ça lui a valu d'être nommé ministre de, je crois, des postes et télécommunications, si je ne me trompe pas. Voilà comment les Essingans utilisent les élites du Grand Nord. Mes frères du Grand Nord qui m'écoutent en ce moment, c'est vrai, vous allez tout reprocher à Biya et à ses Essingans du centre c'est-à-dire que et ses frères du village là, l'élite Petit Boulou là, qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis bientôt 40 ans. C'est vrai, ils sont responsables de la situation misérable que traverse le Grand Nord. Mais commencez par pointer du doigt vos élites. Parce que ce sont vos élites qui ont livré votre destin aux Essingans. Il faut le dire. Quand vous parcourez le Grand Nord, c'est quoi l'indice de développement? C'est la misère. Regardez l'état des routes. Avant que je ne quitte le Cameroun en mai 2019, j'ai été à Garoua. J'ai voyagé, c'est-à-dire que quand vous partez de Ngaoundéré pour Garoua, regardez l'état dans lequel se trouve la route qui relie Ngaoundéré-Garoua. C'est la catastrophe. La catastrophe. Parce que c'est une zone qui est complètement abandonnée à elle-même dans le sous-développement, la sous-scolarisation. Regardez où les enfants s'asseyent pour, c'est-à-dire que regardez dans quel état se trouvent certaines écoles dans des localités du Grand Nord. Et les élites du Grand Nord sont assises à Yaoundé et regardent comment ces populations croquent la misère au quotidien. Quand vous arrivez à Maroua, regardez l'état des voiries, des routes et tout ça là. La route d'Abanga, Kousseri et tout. Mes chers frères et sœurs du Grand Nord, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et ne laissez pas les Essingans confisquer le pouvoir. Parce que moi, je suis favorable à ce que le pouvoir reparte au Grand Nord. Oui, je le dis de manière officielle aujourd'hui. Parce que Ahidjo a été un fils du Grand Nord. Et à l'époque, quand il était président, le Cameroun ressemblait à un pays digne de respect. Ce qui n'est pratiquement plus le cas aujourd'hui. Et vous ne devez pas laisser les Essingans confisquer le pouvoir. Vous devez tout faire pour reprendre cela, y compris par la force. Ah oui. Et ce sont eux qui sont victimes des enlèvements, des Boko Haram et tout ça. Quand vous entendez les Essingans parler des grands projets structurants, tous ces grands projets sont concentrés
dans le sud, hein, le barrage de Memphelé, c'est chez eux. Le barrage de Mekine, c'est chez eux. Et la route Yaoundé-Douala, c'est dans le sud. Dans ces grands projets structurants-là, il n'y a aucun qui est, conduit au Grand Nord. Hein. Il n'y en a aucun qui concerne le Grand Nord. Tout est concentré au niveau du Grand Sud. Et quel projet même? Il s'agissait là d'une opportunité pour ce club Essingan. Et ça, je l'ai toujours dit, que les grands, quand vous entendez parler des grands projets structurants là, en fait, le club Essingan a usé de cette opportunité pour se constituer un effort de guerre. C'est-à-dire qu'amasser le maximum d'argent possible pour se préparer, pour parer à toute éventualité, parce que ces gens, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez là, écoutez-moi très bien. C'est-à-dire que ce club Essingan-là, c'est-à-dire que ce groupuscule, ce groupe occulte, ethnico-tribalo-villageois là, qui dirige le Cameroun, est prêt à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. C'est-à-dire que ces gens sont prêts à financer une milice qui va mater toute personne qui s'opposera, c'est-à-dire que qui va s'interposer dans leur voie, c'est-à-dire que toute personne qui s'opposera à leur volonté de conserver le pouvoir. Ces gens-là sont prêts et ils sont préparés pour ça. Ils ont amassé suffisamment d'argent pour cela. Ils ont amassé suffisamment d'argent pour cela. Donc, chers compatriotes, chers Camerounais, surtout mes compatriotes du Grand Nord, soyez prêts parce que la bataille pour la succession s'annonce très, 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 très rude. Très rude. Et ce sont eux qui vous utilisent comme du bétail. Ils vous considèrent comme du bétail électoral. Ces Essingan vous considèrent, vous, mes frères du Grand Nord, là, comme des moutons. Vous n'êtes bon que pour leur fournir des scores électoraux, c'est tout. En dehors de ça, à quoi vous leur servez? À quoi vous leur servez? À rien. À rien du tout. Quel est l'indice de développement dans le Grand Nord? Est-ce que les populations du Grand Nord ont de l'eau potable? Est-ce que les populations du Grand Nord ont de l'électricité? Non. C'est-à-dire que de l'eau que les populations boivent dans certaines localités du Grand Nord, là, c'est à des endroits où les bœufs s'abreuvent. C'est-à-dire que le bœuf vient boire d'une eau et un être humain boit de la même eau. Et les élites du Grand Nord sont assises à Yaoundé, à Douala. Elles regardent et laissent faire. Juste parce que cet état de choses leur profite. Une autre élite que le club Essingan a réussi à détruire, c'est-à-dire qu'une figure politique du Grand Nord, il s'appelle Marafa Amidou Yaya. Marafa Amidou Yaya est, que je salue en passant, il est séquestré, c'est le lieu de le dire, au secrétariat d'État à la Défense, à Yaoundé. Et au secrétariat d'État à la Défense, il purge une peine de 20 ans de prison pour détournement de deniers publics, entre guillemets. Mais en réalité, Marafa Amidou Yaya représentait un espoir pour les populations du Grand Nord dans la succession de Paul Biya. Vous avez tous suivi les déclarations de Marafa Amidou Yaya à travers ses lettres ouvertes et tout, où Marafa Amidou Yaya a expliqué que c'est justement parce qu'il avait demandé. Marafa Amidou Yaya est victime. Écoutez bien ce que je suis en train de dire.
Marafa Hamidou Yahya est victime du complot contre le Grand Nord, le complot des Essingans. Quand je parle d'Essingans, je ne m'attaque pas à une tribu. Parce que moi-même, ma maman est Betty, non. Est-ce que je peux m'attaquer à mes oncles, à mon sang? Non. Je décris juste une situation qui donne à voir des individus qui prétendent parler au nom d'une tribu qui ne les a pas mandatés et qui estiment que le pouvoir leur appartient. Alors, pour revenir donc à Marafa, il est en prison dans le cadre de l'achat d'un avion pour le président de la République. Marafa Hamidou Yahya, en fait, est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Paul Biya de passer le... il a dit à Paul Biya que le mandat de 2011 serait de trop pour lui et qu'il est temps pour Biya de préparer sa succession. Nous sommes en 2004, après les élections présidentielles de 2004. C'est à partir de cet instant que les problèmes de Marafa Hamidou Yahya ont commencé. À partir de cet instant. Marafa Hamidou Yahya il a occupé des fonctions, mais alors de très hautes fonctions, parce que c'est un ingénieur de pétrochimie qui a été formé dans l'État de Kansas, aux États-Unis et tout. Un sujet extrêmement brillant. Et vous savez que Biya et tous les villageois qui sont autour de lui n'aiment pas beaucoup des sujets brillants comme Marafa Hamidou Yahya. Il est allé étudier, il est rentré, il a travaillé au sein de la SNH. Par la suite, il a été secrétaire d'État au ministère des Finances, je crois dès 1992. De secrétaire d'État au ministère des Finances, il a été nommé en décembre 1997 secrétaire général à la présidence, un poste qu'il a occupé jusqu'au 30 juin, je crois, jusqu'au 30 juin 2022. Et comment Marafa a été nommé ministre de l'administration territoriale le 30 juin 2002, pardon, pas 2022, ils ne sont pas encore. Il a été nommé comment? C'était par rapport à l'organisation des élections municipales et législatives qui devaient avoir lieu à cette date. Parce que Marafa Hamidou Yahya avait déjà attiré l'attention de Paul Biya, que comme tu vois là, les élections là n'auront pas lieu parce que matériellement, rien n'est prêt pour son organisation. Et à l'époque, c'était Koungou Edima, Ferdinand, paix à son âme, qui était au Minat. Marafa, secrétaire général à la présidence, avait attiré l'attention de Biya, que fais attention, les élections risquent de ne pas se tenir, etc., etc. Parce que les élections devaient avoir lieu le 23 juin 2002. Le jour des élections, on s'est rendu compte qu'effectivement, rien n'était prêt pour que les élections se tiennent. Et c'est donc à la faveur de ce manquement extrêmement grave qui avait été dénoncé par la presse à l'époque que Marafa Hamidou Yahya a été nommé ministre de l'administration territoriale cumulativement avec ses fonctions de secrétaire général à la présidence. C'est donc ainsi que Marafa hérite l'organisation de l'élection législative et municipale du 30 juin 2002 de Koungou Edima Ferdinand. Et c'est le 24 août 2002 que Marafa Hamidou Yahya quitte le secrétariat général à la présidence pour confier son... Enfin, il est remplacé par Atangname Bara Jean-Marie au secrétariat général à la présidence de la République. Et il sera donc ministre de l'administration territoriale
jusqu'en décembre 2011. Et quand Marafa est démis de ses fonctions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, Biya a envoyé les services de renseignement autour de sa maison parce qu'il était question pour les Essingans de jeter Marafa en prison. Parce que, n'étant plus au gouvernement, il devenait une menace politique assez sérieuse. Il fallait le neutraliser par tous les moyens. Alors, les Belinga et Boutou, les gars Alain Mbongo, bref, tous ces petits villageois du régime de Biyala se sont mobilisés, ont mobilisé les gars du renseignement et tout, pour surveiller Marafa Amidou Yaya, tous ses mouvements. Son téléphone a même été mis sur écoute et tout. Le 16 avril 2012, Marafa Amidou Yaya avait rendez-vous avec un juge qui officiait à l'époque au TGI du Mfunzi à Yaoundé. Il s'appelait Pascal Manyang Mabé, un juge d'instruction très célèbre qui a été, on va dire, envoyé à la retraite par Laurent Esso. Laurent Esso a fini par l'eau des cuits. Marafa a rendez-vous avec Manyang Mabé. Manyang Mabé lui signifie qu'il est placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, Kondengi, pour détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire de l'avion présidentiel. Marafa est donc transféré dans cette prison qui m'est très chère. Et je crois que Inoni Ephraim avait lui aussi été placé en détention provisoire le même jour. Quand la nouvelle de l'arrestation de Marafa Amidou Yaya a commencé à courir, c'était le deuil à Garoua, beaucoup plus. C'est-à-dire que les ressortissants du Nord, c'est-à-dire que les nordistes se sont fâchés à un niveau. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une violente colère. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait un jeune homme politique. Il était président du Conseil national de la jeunesse dans le Grand Nord. Il s'appelait Mokhtar Oumarou. Il est mort, il est décédé dans des circonstances non encore élucidées. Il avait fait une déclaration au journal Le Messager. Il a dit ceci: on vient de s'attaquer au Grand Nord. Vous verrez la réponse du Grand Nord dans les jours qui viennent. C'est vrai, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais ça entre dans cet esprit. C'est ce qu'il s'appelait Mokhtar Oumarou. C'est-à-dire que vous sentiez la colère des populations du Grand Nord parce que Marafa Amidou Yaya représentait un espoir pour eux. Et ils n'arrivaient pas à comprendre que Paul Biya se soit autant débarrassé de lui. Et cette population était tellement en colère que Paul Biya a été obligé. Nous sommes au mois de juillet 2012. Paul Biya a été obligé d'envoyer Jean Kouété, le secrétaire général du RDPC, pour aller supplier les militants du RDPC dans le Nord qui étaient favorables à Marafa. Il était obligé d'aller leur demander de se calmer. Parce que la colère était en train de grandir. Et quand le procès de Marafa s'est ouvert au tribunal de grande instance du Mfunzi, mon ami, c'était le monde que tu voulais voir. À l'époque, je travaillais à camerounactu.net, un journal en ligne qui était édité par un cabinet de communication qui était basé à Tchinga. Je travaillais là-bas. Et c'était moi qui étais chargé de faire le compte rendu d'audience de l'ouverture du procès de Marafa Amidou Yaya. Il y avait un monde, surtout dans la salle, le TGI. En fait, c'était la cour d'appel. Bon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes au niveau de
du musée national. Vous faites comme si vous allez au tribunal, là, au tribunal de premier instant. Vous descendez de quelques mètres seulement. Le grand bâtiment que vous voyez là, c'est là. Je dis qu'à l'intérieur, c'était le Beaumaillé, comme on dit au Cameroun. Dehors, alors, c'était grave. Pour se frayer un chemin, pour pouvoir même suivre l'audience, c'était compliqué. Les partisans de Marafa ont rempli les... C'est-à-dire qu'ils sont venus nombreux. Quand Marafa est arrivé, il était avec Yves-Michel Fosso, tous les deux accusés, parce qu'ils étaient accusés dans la même affaire. Quand Marafa est arrivé avec, parce que le cas du CED, parce que Marafa avait été transféré au CED. Il avait été transféré parce qu'il est arrivé à la prison centrale de Kondengui le 16 avril 2012 et c'est le 26 juin 2012 qu'il a été transféré au CED avec Yves-Michel Fosso et Manu Militare. Yves-Michel Fosso avait même été trimballé au sol. Par force, on allait les jeter au CED. Quand le cas du CED arrive donc avec Marafa et Fosso, la population a commandé à scander « Vive Marafa, vive le président » et surtout qui venait de se fendre de 4 lettres ouvertes au président de la République. Vive Marafa, vive Marafa, on attend la 5e lettre. Les populations scandaient, beaucoup plus les populations originaires du Grand Nord. Et c'est comme ça que les services secrets étaient remplis à la salle d'audience, les policiers en civil, partout. C'était là, c'était du Vénévois. Bon, le procès a donc commencé. En fait, c'était une fausse affaire. Hein. Je vais vous expliquer un peu en quelques phrases le problème de cette affaire de l'avion présidentiel. En fait, cet avion présidentiel-là, c'est Paul Biya qui est le responsable. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un président de la République a besoin d'un avion pour ses déplacements. Bon, maintenant, il se trouve qu'au moment où il a besoin de cet avion, le Cameroun est sous ajustement structurel. Ça veut dire que ce Cameroun-là ne peut pas payer cash à la compagnie qui fabrique des avions. Il faut passer par un autre processus qui est, on va dire, qui est plus accessible aux caisses de l'État, appelé le processus de leasing. Ça veut dire que vous débloquez une somme d'argent que vous mettez en gage et maintenant, il y a un entremetteur qui se charge de préfinancer l'avion. C'est-à-dire qu'il préfinance l'avion auprès du fabricant. Et maintenant, le fabricant met l'avion à la disposition du Cameroun. Pendant 10 ans, l'entremetteur est le propriétaire de l'avion. Et pendant les 10 ans, le Cameroun va payer en fait ce qu'il doit à l'entremetteur pour apurer tout ce qui reste à payer. C'est-à-dire que ce que l'avion a coûté, le Cameroun aura à le payer sous forme de leasing pendant 10 ans avant d'être le propriétaire exclusif de l'avion en question. Voilà le mécanisme que Marafa Hamidou Yahya et Yves-Michel Fosso avaient proposé au président de la République pour éviter d'assécher les caisses de l'État. Alors, il se passe donc simplement que le 17 août 2001, Marafa convoque une réunion à la présidence en vue de l'achat de l'avion présidentiel. Alors, Marafa propose donc le mécanisme que je viens de vous expliquer là, le mécanisme de leasing. Et à l'époque, qui est le ministre des Finances? C'était Mevame Boutou, qui n'est autre que l'oncle, bon, plus oncle parce qu'il est du village de la maman de Paul Biya. L'oncle de Paul Biya. Marafa et Fosso, parce que c'est ce mécanisme-là que Fosso utilisait pour louer des avions à la Camer. Il propose donc que le BBJ2 fasse l'objet d'une location-vente parce que le Cameroun n'avait pas d'argent pour payer cash à Boeing. Michel Mevame Boutou dit non, vraiment, ce n'est pas possible que l'avion du chef de l'État fasse l'objet de garanties, blablabla, blablabla.
Et il a même dit au cours de cette réunion qu'il va trouver une solution à ce problème-là. Alors, les participants à la réunion se séparent. Meva Mebutu contacte Paul Biya pour lui dire que voilà, comme tu vois, ton secrétaire général et puis le directeur général à la Camer, Yves-Michel Fosso, disent que voilà, ils veulent utiliser un démarcheur, c'est-à-dire que la société en charge des démarches s'appelait GIA et son représentant au Cameroun s'appelait Arsenonkou. Arsenonkou, je crois qu'il est en France aujourd'hui. Et Meva Mebutu rend compte au chef de l'État que voilà, je leur ai dit que vraiment cette solution n'était pas possible et qu'il fallait qu'on paye directement à la société en charge de fabriquer l'avion. Paul Biya, écoutez très bien, Paul Biya lui-même a donc dit, bon, puisqu'il en est ainsi, parce que la SNH au Cameroun, c'est la caisse noire du régime des Biya. C'est là-bas où Biya et tous ses amis-là, ses frères du village-là, prennent l'argent pour des financements occultes. Voilà pourquoi ils sont en train de mener la guerre aux anglophones, parce que les anglophones, le pétrole qu'ils sont en train de puiser se trouve chez les anglophones. Et maintenant, ils estiment que les Ambazonan Restoration Force sont en train de verser le sable dans leur tapioca. Parce que l'argent issu de ce pétrole-là est une propriété, c'est-à-dire qu'il appartient à Biya et à sa famille. Alors, Paul Biya dit donc à Meva Mebutu qu'écoute, je vais trouver une solution à ça. Je vais même appeler Adolphe Monziki afin qu'il puisse participer à ce processus parce que Paul Biya n'était même pas content que Marafa ait exclu Adolphe Monziki du processus d'achat du BBJ2. C'est ainsi donc que de l'argent est débloqué des caisses, c'est-à-dire que du compte de la SNH. Et le compte de la SNH était logé au Crédit Lyonnais en France. Donc l'argent du pétrole camerounais est logé dans des comptes bancaires en France. Parce que les Camerounais ont certains faux panafricains là disent que oh, vraiment la femme achète. Je tiens donc à vous informer que l'argent de la SNH est logé dans des comptes bancaires en France. Adolphe Monziki, que Paul Biya a introduit dans le processus lui-même, parce qu'au cours de la réunion à la présidence de la République, Marafa Ahmadou Yahya, un digne fils du Grand Nord, n'a pas prévu dans son plan l'intervention de la SNH dans ce processus de financement du BBJ2. C'est Biya qui a introduit la SNH et son directeur général Adolphe Monziki dans ce processus. Alors, Meva Mebutu donc, dans une lettre, instruit donc la SNH de débloquer, parce que c'était une avance sur le trésor public. Il instruit la SNH de virer de l'argent dans le compte. C'était une somme de 24 milliards de francs CFA qui a été envoyée à GIA. Pourtant, il était question que GIA paye de sa poche, de son argent, il paye pour le processus de fabrication de l'avion. Et maintenant, GIA devait récupérer tout l'argent qu'il a dépensé à travers le paiement par traite jusqu'à apuration de la dette due à GIA, afin que le Cameroun ou alors la présidence de la République soit propriétaire de l'avion. Meva Mebutu en a fait qu'à sa tête. Lui et Monziki ont fait virer l'argent à GIA. C'est-à-dire que l'argent qu'on accuse Marafa d'avoir détourné, en fait, c'est Meva Mebutu qui a fait virer cet argent dans le compte de GIA. Mais malgré tout, le processus de fabrication de l'avion suivait son cours. Le processus suivait son cours, normalement, et Paul et Chantal Biya est même intervenue dans le processus parce que c'est elle qui a décidé des couleurs
avec lesquels l'avion devait être peint. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jean-Marie Atanamebara arrive à la présidence de la République, il hérite ce dossier de l'achat de l'avion présidentiel de Marafa. Alors, qu'est-ce que Jean-Marie Atanamebara fait sur instruction, justement, de Paul Biya? Il décide de rompre avec GIA pour traiter directement avec Boeing. Sauf que en août 2003, nous sommes au mois d'août 2003, Paul Biya convoque Jean-Marie Atanamebara à son bureau. Il arrive au bureau de Paul Biya. Paul Biya lui dit, si les Camerounais se battent corps et âme, se sacrifient pour qu'on puisse atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, moi également, je préfère me sacrifier en prenant des avions en location. Voilà donc comment le processus d'achat d'un BBJ2 en location-vente est complètement abandonné par Biya afin qu'on puisse en arriver à la location du fameux Albatros. Marafa n'est plus à la présidence de la République. Il est déjà ministre de l'administration territoriale. Bien entendu, Atanamebara, avec celui qui était ambassadeur des États-Unis, là, Mundura Jérôme, aux États-Unis, ambassadeur du Cameroun, il engage maintenant des démarches auprès de Boeing pour la location de l'Albatros. Et Boeing était même surpris parce que Boeing a même adressé des correspondances à la présidence pour dire, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Un temps, c'est vous qui voulez prendre l'avion en leasing. Après, ça devient que non, c'est la location. Vous voulez finalement quoi? Alors, en décembre 2003, après toutes les inspections de l'avion Albatros, l'aéronef est mis à la disposition du Cameroun pour la location et il effectue son premier vol en avril 2004 parce que Biya se rendait à un sommet, je crois le sommet pour la commission des bassins du lac Tchad et tout. Il se rendait à Paris. L'avion a eu des petits secousses là pendant le vol et des individus sont allés dire à Biya qu'écoute, comme tu vois là, il s'agit d'un avion que les gens ont acheté pour toi afin de te tuer et te ravir le pouvoir. C'est toujours les Essingans qui ont fait circuler ce type d'informations. Voilà, je vois, c'est officiel, la date du 6 novembre est consacrée Journée mondiale de la malédiction. Ce n'est pas faux. Ce sont les Essingans qui ont fait circuler l'information là, puisque quand vous entendez affaire Albatros, ce sont les services de renseignement du Cameroun qui ont transmis des notes au président de la République pour dire que voilà, l'Albatros que tu vois là, l'Albatros qui a connu des petites secousses là pendant ton vol, là, en fait, c'est les Atanamebara et les Marafa et autres qui se sont entendus, ils sont allés acheter, prendre un vieux coucou aux États-Unis. Hein? Il était question qu'ils te tuent et ils prennent le pouvoir. Voilà donc comment Marafa se retrouve dans l'affaire de l'avion présidentiel. Une figure de proue du Grand Nord que Paul Biya a détruit comme ça là. Il dit détruit complètement. Marafa avait au départ la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Cette fois-ci, il ne l'a même plus. Il est en confinement total dans sa cellule au CED. Son épouse, Jeannette Njanga Pipo, elle est décédée en France et Marafa n'a même pas pu lui rendre un dernier hommage. Marafa avait sa secrétaire particulière, une certaine Sopom Bango. Je suis en train d'enquêter sur cette affaire-là.
le régime de Biya a fait assassiner cette femme, Sopom Bango, pour par la suite nous dire que non, il s'agit d'un Rwandais qui lui avait fait je ne sais trop quoi, etc., etc. Marafa est donc en prison et c'est ainsi que tous les espoirs pour le Grand Nord de reprendre le pouvoir se sont complètement évanouis. Il a été complètement broyé, complètement écrasé. Et je me rappelle, quand il a fallu condamner, quand Marafa a été condamné à 25 ans de prison ferme, c'était le 22 septembre 2012, je crois. À l'époque, comme je vous le disais, c'est moi qui étais en charge de couvrir ce procès. Je suis allé très tôt le matin au tribunal de grande instance de Mfunzi. J'ai trouvé qu'il y avait un cordon de sécurité, c'est-à-dire que les gendarmes avaient créé un cordon de sécurité autour du palais de justice. Il n'y avait pas moyen d'y accéder. Et nous avons même été interdits. Les gendarmes nous ont même chassés. Toute la presse, on nous a chassés. On dit, allez, partez. Vous n'avez rien à faire ici. On nous a chassés. L'audience a duré et c'est le lendemain en matinée à 7 h du matin, le 23 septembre, que Marafa a été condamné à 25 ans de prison ferme. Et c'est le juge Gilbert Schlick, qui est aujourd'hui à la cour d'appel du centre, là, je crois, vice-président. C'est lui qui a condamné Marafa. Voilà donc comment une autre figure du Grand Nord a été détruite. Et dans la foulée, il y a Iya Mohamed. Iya Mohamed a également connu des ennuis judiciaires du fait de sa proximité avec Marafa parce que Iya Mohamed et Marafa sont de Bibemi, un village dans le nord. Donc ils sont pratiquement des frères. Et le club est Singang. C'est-à-dire qu'après avoir détruit complètement Marafa, le club est Singang s'est arrangé à obtenir la tête d'Iya Mohamed. Et vous savez comment Paul Biya a fait arrêter Iya Mohamed? Iya Mohamed revenait d'un match de football au Togo. Donc, c'était un match entre le Cameroun et... parce que Iya Mohamed, en plus d'être directeur général de la Soda Coton, était le président de la FECA, Fédération camerounaise de football, la FECA Foot. Iya Mohamed revient donc du Togo. Il prend une chambre à l'hôtel Hilton. Parce que le Cameroun venait de perdre ce match au Togo par 2-0. Alors, écoutez bien, il y a un agent, c'est-à-dire que c'est un proche, un membre de la famille de Paul Biya, qui appelle Biya pour dire que vraiment, comme tu vois là, c'est mauvais ici. Les Camerounais sont tellement fâchés parce que Biya était à Genève en Suisse. Il était à Genève, ou à l'hôtel intercontinental, là où il part souvent dans ses enjoys. Alors c'est un membre de la famille Biya qui l'appelle pour lui dire que comme tu vois là, les populations sont en colère à cause de la défaite des Lions et tout, et tout, et tout. Et ils veulent le départ de Iya Mohamed, machin chouette. Si tu ne fais rien, ça va se gâter. Les populations vont descendre dans la rue. C'est mauvais, et blablabla, et blablabla. Voilà comment Biya réunit toute sa garde rapprochée et certains de ses proches collaborateurs, les Belinga et Boutou, paix à son âme et autres. Biya appelle le CED. À l'époque, c'était Bokam qui était secrétaire général, secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Il l'appelle pour lui dire que pardon, mettez-moi la main sur ce gars.
Voilà comment Iya Mohamed a été arrêté le 10 juin 2013. Il était au Hilton. Il a pris une chambre là-bas, de retour, après qu'il soit revenu du Togo. Voilà également comment les Essingans ont détruit Iya Mohamed. Et depuis que Iya Mohamed est parti de la FECAFOOT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nomme tel président de la FECAFOOT. Après, c'est tel autre. Après, c'est ils appellent ça quoi? Comité de normalisation des marchés. Rien n'est plus normal à la FECAFOOT. Depuis que Iya Mohamed est parti a quitté la tête de cette fédération camerounaise de football. Rien n'est plus normal. Tout n'est que comité de normalisation à la FECAFOOT. Tout n'est que comité de normalisation. Juste parce qu'il fallait se débarrasser de Iya Mohamed, un fils du Nord. Un fils du Nord. Ah oui. Et Iya Mohamed a pris 15 ans de prison. Il est à Kodengé. Et depuis lors, le pouvoir Biya s'arrange à tout faire pour que le Nord soit toujours fidèle à Biya et à son club Essinga. Tout récemment, il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi passé, J. Rimingono, mon grand frère qui est en France, a révélé que Ferdinand Ngongo, l'un des membres du club Essinga, qui veut confisquer le pouvoir, est en train de faire les yeux doux à Mamadou Mota afin qu'il puisse intégrer le gouvernement. Tout cela n'est pas fortuit parce que Mamadou Mota est quand même une bête politique dans le Grand Nord. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire implanter le MRC dans le Grand Nord. Et le pouvoir Biya, le club Essinga, redoute terriblement le MRC. Ah oui. Voilà pourquoi Ngongo Ferdinand est en train de faire des mains et des pieds pour avoir Mamadou Mota dans sa poche. Parce qu'il sait que si Mamadou Mota engage vraiment une véritable campagne de mobilisation dans le Grand Nord, il est capable de faire rallier les populations de cette partie du territoire camerounais au MRC de Maurice Kamto. Il en est capable. Voilà pourquoi les Ngongo Ferdinand et tout le club Essingan font tout ce qui est nécessaire pour détruire politiquement Mamadou Mota. Vous avez également entendu parler du mouvement 11 millions de nordistes qui était porté par un confrère, un grand frère, un journaliste qu'on appelle Guibaï Gatama. Mouvement 11 millions de nordistes là, c'est un mouvement dont l'objectif consistait à faire prendre conscience. C'est-à-dire que ça suscitait la prise de conscience des populations du Grand Nord de ce qu'elles sont marginalisées dans la répartition des fruits de la croissance. C'est-à-dire tout est concentré entre les mains d'un groupuscule ethnico-tribaliste qui contrôle l'essentiel du pouvoir et qu'il était temps que l'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est-à-dire que le Grand Nord puisse bénéficier du fruit de la croissance. C'est donc pour cela que le mouvement 11 millions de nordistes a été créé.
Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Puisque le club Essingan savait très bien que ce mouvement 11 millions de nordistes-là allait les mettre en difficulté. Ils ont instrumentalisé leur Nchinda qu'on appelle Atanga Polnji pour dissoudre cette histoire-là. Parce qu'il est question pour ces Essingans-là que les nordistes demeurent dans leur état de moutons, comme ils disent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas du tout question que les nordistes puissent prendre conscience de ce qui sont également des Camerounais, comme tout le reste, de ce qu'ils peuvent aussi aspirer à prendre le pouvoir après Biya. Voilà pourquoi le mouvement 11 millions de nordistes a été créé. Malheureusement, Atanganji a fait dissoudre cette histoire. Et il y a également un autre jeune homme d'affaires, un nordiste toujours. Il s'appelle Yubas Mamouda. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui avait raconté ses déboires à Boris Berthold dans des vocaux là, qui ont même été largement diffusés sur les réseaux sociaux l'année dernière. Donc, il racontait ses déboires avec Amuro Belinga et tout ça là. Ce jeune homme d'affaires, il est en ce moment au Nigeria. Et Yubas Mamouda, qui est du Grand Nord, avait annoncé, je crois, en début de cette année, qu'il sera candidat à la présidentielle de 2025. Et en ce moment, d'après les informations à ma possession, certaines populations du Grand Nord sont en train de lui apporter son soutien. Mais qu'est-ce qui se passe? Les réseaux de Franck Biya sont en train de tout faire pour mettre Yubas Mamouda dans leur poche, dans la poche de Franck Biya. Ah oui, voilà la vérité. Les réseaux, les franquistes, comme on les appelle, ils sont en train de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues de ce jeune homme d'affaires qui est basé en ce moment au Nigeria. Il vient de lancer une entreprise là. Donc, voilà comment, depuis 40 ans, le pouvoir de Yaoundé, qui est concentré, c'est-à-dire que c'est une élite pouvoiriste dont la plupart des membres sont originaires du centre, du sud et de l'est. Ce sont eux qui ont l'essentiel du pouvoir. Quand vous regardez par exemple l'armée, qui est le chef d'état-major des armées? Essingan. Qui dirige les renseignements, la DGRE? Essingan. Même quand ceux qui manifestent souvent dans la rue là sont arrêtés, ils sont jetés en prison, jugés au tribunal militaire. Qui est chargé de les juger? C'est la colonelle Abegambezoa, présidente du tribunal militaire de Yaoundé, Essingan. Quand vous regardez les sociétés qui brassent de l'argent, qui brassent beaucoup d'argent là, allons à la SNH. C'est vrai, vous allez me dire, oui, Munziki, un Sawa, machin. Mais qui est la véritable patronne? Le véritable patron de la SNH, c'est la femme de Munziki. Elle s'appelle Ngamba. Et qui est Ngamba? Essingan. Oui. Quand le ministère des Finances, c'est-à-dire que là où se trouve tout le trésor camerounais, est contrôlé par qui? Lui, Paul Motazé, Essingan. Quand vous allez à la caisse autonome d'amortissement, c'est-à-dire que cette structure qui s'occupe de la dette, du service de la dette au Cameroun, et qui brasse beaucoup d'argent, effectivement, qui est le patron de la caisse autonome d'amortissement? Un Essingan.
Quand vous allez à l'ART, ce sont donc c'est-à-dire que le lobby tribalo-ethnico-pouvoiriste Petit Boulot qui contrôle l'essentiel du pouvoir. Laissons les entreprises qui brassent beaucoup d'argent, parce que vous pouvez en citer d'autres. Allons au sein de l'appareil sécuritaire. Le délégué général à la Sûreté nationale, c'est-à-dire que celui qui est le patron de la police, il s'appelle Martin Barangele, un Essingan. Le patron de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire le CED, qui est secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Etoga Essingan. Oui. La plupart des commissaires, c'est-à-dire que ceux qui dirigent aussi bien les délégations, les divisions régionales de la police judiciaire, les commissariats à travers le Cameroun, la plupart, ce sont les Essingans. La plupart. La plupart. Et tout cela, c'est-à-dire que cette mise en coupe réglée de l'appareil de l'État par un groupuscule tribalo-ethnique, si je puis ainsi m'exprimer, a commencé, comme je l'ai dit en début de cette production, a commencé à l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. C'est le père de Mathias Eric Ouanangini que l'on voit gesticuler là. Parce que quand vous le voyez soutenir le génocide en zone anglophone là, c'est pas pour rien. C'est exactement ce que son papa, le Joseph Ouna, a passé le temps à faire. Un chien ne peut pas accoucher d'un chat. Donc, c'est le papa de Ouanangini, Joseph Ouna, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, qui est le fondateur de Essingan. Et Essingan, c'est un groupe de pression qui œuvre pour que le pouvoir demeure entre les mains des petits boulous. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Voilà pourquoi, pour terminer ce live, j'invite les populations du Grand Nord à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser corrompre surtout. Parce que si ces Essingans ont réussi à anéantir des hommes politiques dans le Grand Nord, c'est grâce à ça, là, le pouvoir de l'argent. Évitez de vous laisser corrompre. Dites à vos élites du Grand Nord, là, d'éviter de se laisser corrompre et de penser au bien-être de la population, de penser à l'avenir de cette population-là. Parce que ce qui se prépare là, je vous ai dit tout à l'heure au cours de ce direct, que ces gens-là, les Essingans, là, à la faveur des grands projets structurants, qu'ils n'ont concentré que chez eux, et ils ont même été incapables de mener ces projets à terme. Tout simplement parce que pratiquement une bonne partie de l'argent qui a été affecté à ces grands projets structurants-là a été détourné par eux. C'est-à-dire qu'ils ont amassé ça quelque part comme un trésor de guerre afin de parer à toute volonté de leur avis le pouvoir venant venant d'en face. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers compatriotes du Grand Nord, préparez-vous donc à la bataille, comme disait Aboubakar Ousmane May, et je le soutiens dans cette démarche-là. Je le soutiens dans cette démarche parce qu'il est inadmissible. Regardez par exemple comment le régime, c'est-à-dire que les Essingans ont géré l'affaire du rapatriement de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Parce que je me rappelle, Germaine Ahidjo avait dit à Alain Foucault dans son documentaire Archives d'Afrique qu'elle croyait que la mort effaçait tout.
Mais elle a le sentiment que la mort d'Amadou Ahidjo n'a rien effacé. Donc, ça veut dire que Paul Biya a continué à garder rancune. Et une rancune vraiment mal placée vis-à-vis d'Amadou, y compris vis-à-vis du corps d'Amadou Ahidjo, à tel point qu'il n'a jamais voulu, il n'a jamais souhaité que la dépouille d'Amadou Ahidjo rentre au Cameroun pour des obsèques officielles. Et Paul Biya l'a fait pourquoi? Parce qu'il avait peur, parce qu'il a peur. Paul Biya refuse que le corps d'Amadou Ahidjo soit rapatrié parce qu'il a peur que l'image d'Amadou Ahidjo vienne éclipser la sienne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et pour qu'on ne puisse plus parler de ce dossier, qu'est-ce qu'il a fait? Paul Biya et ses frères du village, ses Essingans, sont allés semer la zizanie au sein de la famille d'Amadou Ahidjo. Ils sont allés semer la division au sein de la famille d'Amadou Ahidjo. Vous savez qui est allé rencontrer Aminatou Ahidjo afin qu'elle puisse rentrer au Cameroun et être nommée par Biya et bénéficier des décrets de Paul Biya? C'est Belinga Eboutou. C'est lui qui avait convaincu Aminatou Ahidjo de revenir au Cameroun parce qu'il était question justement que le sujet du rapatriement de la dépouille d'Amadou Ahidjo ne soit plus évoqué au sein de la famille. Donc il était question d'étouffer ce problème-là. Et pour étouffer le problème-là, Biya a dû créer la division au sein de la famille, coopter les Badjika et puis Aminatou Ahidjo dans son gouvernement. Ou alors dans son appareil étatique. Voilà pourquoi Aminatou Ahidjo a été nommé, je crois, PCA, président du conseil d'administration du Palais des Congrès. C'était pour étouffer le problème du rapatriement de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Alors, mes chers compatriotes du Grand Nord, ne vous laissez pas faire. N'acceptez plus qu'on se joue de vous. Voilà 40 ans que Biya est au pouvoir. À quoi ressemble le Grand Nord? Moi, je suis capable d'en parler parce que j'ai vécu même dans le Grand Nord. Parce que, étant à Yaoundé, j'allais souvent prendre des cours à l'université de Ngaoundéré. Et vous saviez où on faisait des cours? Dans des préfabriqués à l'université de Ngaoundéré, des conteneurs universitaires, hein? Le temple du savoir. On vous amasse dans des conteneurs comme si vous étiez des bêtes sauvages. Et vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Vous avez vos élites, surtout les élites de l'extrême nord. Elles se sont fendues en mémorandum, c'était en 2008, pour exiger l'école normale supérieure. Biya a créé l'école normale supérieure à Maroua. Pensez-vous réellement que c'est de ça que le Grand Nord a besoin? Des enseignants? Des lycées? Le Grand Nord a besoin d'écoles parce que exiger une école normale et une université à Maroua, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord construire des infrastructures, c'est-à-dire que les écoles, etc., les hôpitaux, où les produits qui sortiront de l'université de Maroua, de l'ENS de Maroua, pourront aller travailler